Pour moi, j'ai l'impression d'être avec une personne que je ne connais pas, une personne violente et cruelle, que j'ai juste envie d'éloigner de mon fils à ce moment-là. Et on est tous les trois dans l'appartement. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette personne? Elle a rien à faire ici, quoi. Mon fils est en danger avec elle. J'ai un peu plus de 30 ans. Et autour de moi, de plus en plus d'amis deviennent parents. Et forcément, une de leurs principales angoisses est qu'il arrive quelque chose à leur enfant. Lorsque l'on est parent, on cherche à protéger son enfant des dangers que peut représenter le monde extérieur. Quand il est tout petit, on veille à ce qu'il n'attrape pas un couteau. Puis quand il commence à marcher, on prend garde à ce qu'il ne tombe pas dans la piscine. À l'adolescence, on l'informe des risques d'une grande consommation d'alcool. Cette mission de protection est évidente. Mais on n'imagine pas, en tant que parent, qu'on puisse être amené à devoir protéger aussi son enfant de son autre parent. Vincent est le père de Charlie, et il a dû protéger son fils face au comportement violent que pouvait avoir sa mère. Pourtant, pendant la grossesse, tout semblait se dérouler au mieux. Mais dans les semaines qui ont suivi la naissance, le comportement de la mère a changé, et Vincent était inquiet quand il laissait son fils à sa compagne. Il ne le sentait pas en sécurité avec elle. Alors comment a-t-il réagi face à cette situation? Comment a-t-il protégé et mis en sécurité son fils? Et comment a-t-il raconté à Charlie son histoire? Je suis Antoine Lalanne-Desmé et vous écoutez Parenthèse, le podcast de la Croix-Rouge dédié à des histoires de parentalité. On est en novembre 2010, à ce moment-là. J'ai 28 ans. Je suis employé d'une émission de télévision et ce jour-là, on est en décembre, je reçois une candidate qui fait partie des candidates du jour. Et à ce moment-là, je lui propose, comme on fait aux candidats dans cette émission-là, de boire une petite coupe de champagne. Et elle me dit, non, je ne bois pas d'alcool parce que je suis enceinte. Donc on fait le tournage de l'émission comme si de rien n'était, mais c'est vrai qu'on s'entend bien. Elle vient souvent vers moi, elle me demande des conseils et tout ça sur la journée pour être rassurée. Et moi, je l'apprécie beaucoup. Enfin, je pense qu'il y a déjà un début de petit coup de foudre, donc on s'entend bien. Et donc, la journée de tournage se passe. L'ayant contactée la veille avec mon téléphone personnel, elle a mes coordonnées et elle m'envoie un message. On est en décembre, c'est bientôt les fêtes de Noël. Elle me souhaite des bonnes vacances. Je lui dis bonnes vacances à toi aussi. Et on commence à échanger pendant les jours qui suivent, elle et moi. Et les fêtes de Noël arrivent et moi, je pars dans ma région en Vendée, retrouver mes proches. Et elle m'envoie un message en me disant qu'elle va passer les fêtes toute seule parce que sa famille est un peu disséminée partout en France et qu'elle n'a pas le projet à ce moment-là de retrouver ses proches. Et j'en parle à mes amis qui me disent « Ah bon, mais elle va faire les fêtes de Noël toute seule, ça se fait pas, t'as qu'à lui proposer de venir. » Et donc je lui propose et elle me dit « Oui, avec grand plaisir. » Et le lendemain matin, elle est dans le train et je la réceptionne à la gare de La Rochelle. Bon, évidemment, tout de suite... on concrétise ces 10 jours d'échange SMS avec les sentiments qu'il y avait à distance. Et donc, on s'embrasse, on est très contents de se retrouver. Et puis, les vacances commencent et on est super heureux tous les deux. Ça démarre vraiment un peu comme une histoire, comme dans un film ou dans une série. On peut pas trop l'écrire. Les fêtes de Noël se passent. C'est le début du mois de janvier. Elle doit retourner chez elle dans le Limousin. Et moi, je dois reprendre mon travail en Île-de-France. Et puis, on commence à s'écrire très vite que c'est difficile la distance. Et elle me dit, moi, j'ai rien qui me retient vraiment là où je suis. Je dis, ok, déménage, rejoins-moi. Et donc, 2 semaines et demie, 3 semaines plus tard, après nous être rencontrés, elle emménage chez moi. Elle est enceinte de 1 mois et demi. Pendant la grossesse, en fait, moi, j'ai un peu de mal à avoir de la proximité ou à m'identifier comme papa, évidemment, puisque je ne le suis pas. Enfin, je suis même pas géniteur. Vers 5-6 mois de grossesse, le sujet du géniteur est forcément abordé. Et donc, elle l'appelle et il lui dit « Hors de question, moi, je suis pas prêt pour ça. Il est hors de question que j'ai un enfant. Tu te débrouilles toute seule. Moi, je suis pas responsable de ça. Il est pas prêt. » On va dire qu'à ce moment-là, on sait qu'on va être parents, que je serai le papa officiel et qu'elle sera la maman officielle. Et on commence à se pencher sur la question du choix du prénom pour identifier. On sait que c'est un petit garçon. Et puis, on s'arrête sur ce prénom Charlie.
On est le 21 juillet 2011 et Charlie naît. C'est émouvant de la soutenir et de l'accompagner. C'est aussi très émouvant quand il naît. Moi, je deviens officiellement papa. On me le met dans les bras en me disant c'est vous qui allez la porter à la maman dans la pièce à côté. Donc moi, je lui amène Charlie dans les bras. Elle le prend sur elle et puis la sage-femme lui dit si vous voulez, vous pouvez lui donner le sein tout de suite. Et là, elle a une réaction étrange où elle dit, au moment où il s'approche et qu'il met sa bouche sur son sein, elle a une espèce de sursaut et elle dit ah non 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 s'il vous plaît enlevez-le je veux pas j'ai pas envie. Bon, elle vient de vivre un moment un peu particulier et très intense donc je fais pas cas de ce qui vient de se passer et on prend le bébé, il y a des biberons pour ça, évidemment tout est prévu dans ces cas-là. Et donc, il prend son premier biberon avec moi et puis on laisse sa maman se reposer. Après le moment de la maternité, le premier jour, le premier contact avec Charlie, j'ai été un peu surpris et donc du coup, je suis allé lire un peu des informations sur internet, sur, pas du rejet, mais en tout cas sur la difficulté de la maman, à l'accouchement et je tombe sur des articles qui décrivent, le baby blues, le postpartum et cetera. Ça y ressemble, fortement quand on arrive à la maison les premiers jours. Et donc je me dis, bon, c'est quand même un peu surprenant, hein, évidemment. La situation s'inverse par rapport à la période de la grossesse où moi j'étais un peu distant et elle portait l'enfant. Là, l'enfant Charlie, il est là et j'ai l'impression que moi, on est très fusionnel très vite parce que je suis au front, hein, je change les couches, je donne les biberons, quand il pleure, je m'en occupe. Et elle est distante, elle est un peu en recul. Et je parle de cette situation à la PMI quand on va les rencontrer. Je leur dis que la maman de Charlie, elle est très distante et que moi, je suis en vacances, heureusement, mais si je suis pas là, c'est très compliqué. Et donc, ils me disent, ça peut arriver, vous inquiétez pas, ça va passer, restons en contact, on sait jamais. Si vous voyez que ça dégénère, on réagira à ce moment-là. Alors là, on est fin août et c'est la reprise du travail pour moi et je dois partir sélectionner des candidats à Lille et on part pour 3 jours. Ma première journée de travail se passe, sans trop d'encombre, je prends des nouvelles, elle me dit: «Oui, oui, oui, je gère, ça va». OK. Deuxième jour, là, elle m'appelle en panique en me disant: «J'ai fait une bêtise». Je suis ultra stressé quand elle me dit ça et donc je lui dis: «Qu'est-ce qui s'est passé?» et elle me dit: «Je lui ai donné un bain, le chat est monté sur le bord de la baignoire, il m'a surpris, j'ai lâché Charlie au fond de l'eau et je l'ai sorti de la baignoire, un peu brutalement». Donc je lui dis: «Mais c'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé?» et elle me dit: «Je l'ai sorti en lui attrapant le visage avec ma main». OK, et je lui dis: «Mais il va bien?» Elle me dit: il a des bleus partout, sur le visage parce que j'ai dû appuyer très fort». Bon, alors là, moi, je suis un peu paniqué, je suis vraiment très stressé, et j'ai qu'une envie, c'est de rentrer chez moi, mais il me reste encore une journée de travail. Donc tout de suite, j'appelle la voisine et je lui dis: «S'il te plaît, est-ce que tu peux, aller voir?» et donc la voisine, elle est pas rassurante, elle me dit: «Effectivement, ton fils, il est très marqué. Je vais faire, en sorte que tu puisses rentrer demain, t'inquiète pas». Et donc c'est la voisine qui prend le relais à ce moment-là. Quand je reviens, effectivement, je rencontre, cette voisine qui me dit: ça va, ça s'est bien passé». Mais moi, je découvre mon fils qui est tuméfié, vraiment qui a des bleus, des hématomes, tout autour du visage. Elle a dû appuyer sacrément fort, je pense, et ça m'inquiète. Là, pour le coup, là, on a passé un stade d'inquiétude, avec ce premier passage à l'acte physique et là, il a 3 semaines et donc là, je suis à la fois hyper, triste pour, mon bébé et très en colère, vis-à-vis de sa mère. C'est la première fois où vraiment j'ai un regard très critique et très, très dur sur, la maman et donc les jours passent, mais le problème, c'est que les jours passent et ça ne s'améliore pas. Elle commence à avoir de plus en plus régulièrement des attitudes très agressives vis-à-vis de Charlie et Charlie, à ce moment-là, il a, 2 mois, 2 mois et demi. Avec tout ce que moi je raconte à la PMI, des difficultés et des problématiques de la maman qui ne s'améliorent pas, la PMI propose de mettre en place une aide avec une auxiliaire, une puéricultrice qui va venir, 4 fois par semaine pour, passer du temps avec elle, pour, lui montrer et l'encourager dans ces démarches-là.
Et quand Charlie a 5 mois, je demande à la PMI de nous aider à lui obtenir une place en crèche parce que je pense vraiment que le fait de passer moins de temps, avec Charlie, la maman, elle éprouvera beaucoup plus de plaisir sur les moments où, elle va le retrouver. Et la PMI nous aide et on obtient une place en crèche. Charlie a 5 mois quand il entre à la crèche. Donc là, j'ai pas de difficulté à dire à la PMI, aidez-nous, mais je parle pas du tout de la problématique à mes proches parce qu'ils ont une image de ce couple idyllique, de cette grossesse merveilleuse, de ce bébé qui vient d'arriver avec des belles photos sur les réseaux sociaux et entre ce qui se passe derrière les photos et ce qui se passe à la maison, évidemment, la réalité est tout autre. Encore, j'ai vraiment l'espoir que c'est une situation passagère et que ça va aller mieux et qu'ils n'ont pas besoin d'être confrontés à ça. Charlie fait plusieurs mois à la crèche et là, il a 1 an, donc on est l'été suivant et je me rends compte qu'en fait, c'est pas si simple que ça. Ça a soulagé fortement les tensions et les attitudes de la maman de rejet vis-à-vis de Charlie. Bon, elles existent toujours. Il y a parfois dans des moments où elle est pas en forme, verbalement, c'est très cru. Physiquement, il y a des incidents encore. À 1 an, il y a les dents qui sortent. Et il attrape tout ce qu'il trouve et on lui donne des objets, il mord sur tout ce qu'il trouve parce que les gencives travaillent. Et je pars en plus pour un autre week-end de travail. Je reviens et en changeant la couche de Charlie, je me rends compte qu'il est mordu au sang à la cuisse. Et là, tout de suite, là pour le coup, j'ai pas la même réaction que la première fois quand il avait 1 mois. Je lui dis, je vais tout de suite la voir en lui disant mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça va pas la tête. Pourquoi il a la trace d'une dentition humaine incrustée dans la chair, quoi. Et elle me dit, il m'a remordu encore, je lui ai montré ce que ça faisait. Et elle me dit, bah oui, mais c'est comme ça, il voulait pas comprendre. Et bon, je me dis que c'est très grave et je le dis à la PMI. Et la PMI me dit, oui, là, effectivement, ça devient inquiétant, il va falloir qu'on trouve des solutions. Et là, le constat, il est clair. Il y a clairement un souci et la seule solution pour le régler, dans ma tête, c'est la séparation. Mais en même temps, moi, je veux offrir à mon fils la vie, la belle vie de papa, maman. On grandit, on partage des expériences tous ensemble. Et j'arrive pas à séparer ces deux choses-là. Je suis coincé dans cette envie d'avoir une belle vie et en même temps dans cette situation hyper difficile et j'arrive pas à me rendre à l'évidence qu'il faut que ça s'arrête, qu'il y ait un point final dans un sens ou dans un autre, mais a priori le point final joyeux il n'arrive pas et je pense qu'il n'arrivera plus. À ce moment-là vraiment je me dis que ça n'arrivera plus. Les semaines passent, on arrive en fin d'année scolaire et donc elle cherche un emploi. Et moi, je lui dis, si tu veux, je vais t'aider. Donc, je vais jusqu'à passer son entretien d'embauche avec le salon d'esthétique qui est en bas de chez nous. Et elle travaille plusieurs mois dans cet institut. Elle est très contente et moi, je suis très content aussi. L'été arrive, Charlie fête ses 2 ans. On arrive à trouver un rythme à peu près correct et qui fait que les violences et les agressivités sur Charlie sont un peu plus dispersées. Ça suit son cours et donc je suis moins inquiet. Et donc l'été se passe et on a des super copains. J'ai des super copains que j'ai présentés pendant la grossesse et puis à la maman de Charlie qui habite au Québec. Et ils nous proposent de venir avec Charlie passer les fêtes d'Halloween là-bas à l'américaine. Donc Charlie, il a pour la Toussaint 2 ans et 3 mois. Donc on arrive là-bas et puis on va quelques jours plus tard faire des achats dans un centre commercial. Et donc on fait les rayons, la maman de Charlie a Charlie dans la poussette, et moi je suis avec mon amie Lisanne, et on se balade aussi, on regarde un peu tout dans le supermarché, et à un moment donné, la maman de Charlie nous rejoint, sans Charlie, et elle me dit, il est là-bas, c'est bon, il m'a saoulé, je voulais lui enfiler un manteau, il s'est mis à pleurer, c'est bon, il m'a saoulé, je l'ai laissé. Et je lui dis, mais tu l'as laissé, il est dans le magasin tout seul. Elle me dit, oui, c'est bon, t'as qu'à le retrouver, il est vers les manteaux là-bas. Et je retrouve mon fils en pleurs dans un rayon attaché dans sa poussette devant un rayon de blousons. Et je le rassure, je le prends dans les bras, je lui dis tout va bien, t'inquiète pas, papa est là. Bon, l'épisode s'arrête là, on quitte le supermarché, on rentre. Et dernier jour du séjour, quasiment dernier jour du séjour,
la maman de Charlie se lève un peu plus tôt avant moi. Et au moment où je me lève, je rentre dans le salon et Charlie veut courir vers moi pour me dire bonjour. Et au moment où il court, elle l'attrape pour le prendre et le mettre sur elle. Et Charlie, il n'est pas content du tout parce qu'à ce moment-là, il venait me voir. Et il commence à se débattre et elle commence à se mettre en colère, vraiment en furie, qu'il n'accepte pas de rester sur elle. Et dans l'énervement, elle essaye de le bloquer sur elle avec ses bras, de le serrer sur elle. Et en faisant ça, elle lui écorche le visage avec sa main, avec ses ongles. Et on lui dit stop, mais lâche-le, arrête tout de suite. Et donc Charlie vient en pleurs, blessé, du coup il saigne. Et là, elle devient très très insultante. Donc elle insulte Charlie très fort, elle lui hurle dessus après l'avoir blessé. Et mes amis, ils sont là sous le choc. Et là, mon amie Lisanne, elle en peut plus. Elle se lève, elle lui dit tu quittes ma maison immédiatement, sors de chez moi tout de suite. C'est pas possible ce que tu es en train de faire là, c'est inadmissible, je tolère pas ça. Et donc elle s'en va. Là, moi, je suis consterné. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, en fait, moi, j'ai peut-être pris l'habitude de ces violences. Ce moment-là, c'est vraiment le déclencheur. Ça me renvoie, moi, à tous ces épisodes, à ces 2 ans et demi de difficultés. Et je me dis, en fait, c'est eux qui ont raison. Et donc là, on s'assoit et on parle. Et je leur raconte tout. À ce moment-là, j'ai honte, à la fois d'avoir caché, d'avoir accepté, d'avoir donné des chances, d'avoir insisté, persévéré dans cette envie de faire en sorte en tout cas d'imaginer que ça irait mieux à l'avenir. Et en même temps, plus je raconte de choses et plus je suis soulagé. Je me dis, mais en fait, oui, là, c'est vraiment le point de non-retour. On prend l'avion le lendemain matin avec Charlie et la maman. Quand on arrive à la maison, ils vont se coucher tous les deux. Et donc, je vais à la PMI tout seul une première fois. Et je leur dis, moi, je veux en finir là. Vraiment, je veux que ça s'arrête. Je veux mettre mon fils à l'abri et le protéger. Donc, il faut qu'on arrête. Et donc, Charlie et sa maman se réveillent. Je leur dis, on va à la PMI. On arrive là-bas et on explique la situation. Et la psychologue prend la main en disant, voilà, j'ai vu monsieur aujourd'hui pendant que vous étiez en train de dormir. Il m'a raconté ce qui s'est passé au Québec. Le souci, c'est que là, monsieur, il nous a sollicité pour dire que lui, ça y est, là, il est épuisé, là, il peut plus supporter tout ça. Et donc, il aimerait que vous vous sépariez. Et alors là, c'était le cataclysme. Elle a fondu en larmes, elle a hurlé en pleurs en disant « Non, je veux pas te perdre, etc. C'est Charlie qui a foutu le bordel dans notre histoire, c'est à cause de lui, tout ça. » Au final, la psychologue dit « C'est terminé, madame, il faut que vous entendiez ça. » On quitte la PMI, on rentre à la maison. Et donc, le 18 novembre 2013, elle quitte la maison. Et elle fait une bise à Charlie, elle dit au revoir après l'avoir pris dans ses bras, elle fait une bise à Charlie et elle s'en va. Et quand la porte est fermée, à ce moment-là, j'ai une espèce de pression qui relâche, mais totalement, la cocotte minute, on enlève le bouton et la fumée s'en va là. Et ça fait ça tout de suite, immédiatement. Je me pose même pas une seconde la question de est-ce que c'était la bonne chose, etc. J'ai pas de remords, j'ai pas de regrets, rien du tout. Pour moi, dans ma tête, là, tout est en place. J'ai fait tout ce que je pouvais pendant toute la période des 2 ans et demi. Et à ce moment-là, ça y est, c'était inévitable, on est là et c'est très bien parce que Charlie va enfin pouvoir, sur du long terme, souffler et être pris en charge. Tout de suite après, dans les jours qui suivent, je contacte le centre médico-psychologique de la ville et ils nous reçoivent régulièrement. Ils reçoivent Charlie tout seul aussi. Il a un début de suivi à 2 ans et demi psychologique nécessaire et important. Et c'est comme ça qu'on met un premier pied dans le soin de l'après. Et lors d'un rendez-vous avec l'éducatrice spécialisée de l'aide éducative, elle me dit, vous savez, il y a une structure qui existe qui s'appelle le relais parental à Gennevilliers. Moi, Charlie, il a une grosse problématique avec le lien avec les femmes en général. Il est très craintif à ce moment-là du contact féminin. Quand une femme s'approche de lui, il a toujours cette espèce d'appréhension qu'elle lui fasse du mal. Et je me dis, s'il va chez une auxiliaire, elle va s'occuper de lui et ça va peut-être, j'espère à ce moment-là, que ça va régler cette problématique importante. Il y va plusieurs week-ends par mois et c'est pas simple. Donc ça prendra de nombreux mois. Ça a nourri quelque chose de positif chez lui.
Et donc, je suis super content. Je me dis, ça y est, on avance, on progresse dans le travail. Et pour lui, dans le soin, c'est le relais parental, là, pour le coup, c'était vraiment la solution idéale à ce moment-là. Et au mois d'octobre, je suis enfin reçu par le juge des affaires familiales. La maman de Charlie est là. Des enquêtes médico-psychologiques qui sont commanditées par le juge. Donc, elle m'accorde l'hébergement exclusif et la garde exclusive. Et elle dit que la maman aura l'autorité avec moi sur les décisions médicales, scolaires, etc. Mais que pour rencontrer Charlie, qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps, il y aura des visites médiatisées. Donc, sous surveillance, dans un endroit particulier. Et donc, le verdict est donné. Moi, je suis hyper soulagé. Et là, je me dis, ça y est, tout est moi qui suis organisé. Là, tout est carré. Je suis protégé et Charlie est protégé. Quand il a 8 ans, donc on est en 2019, j'ai envie de parler vraiment avec lui de ce sujet-là parce qu'il est aussi confronté à l'école avec des copains qui vivent qu'avec leur maman ou rarement avec le papa. Mais il pose la question du fait d'être tout seul avec moi. Et donc, on parle aussi, le sujet de son histoire vient comme ça naturellement un soir à table. Et donc, je lui raconte toute cette histoire de façon très informelle. On est à table. Je ne fais pas du tout un cérémonial. C'est vraiment une conversation comme une autre. Et puis, il pose des questions. Il est curieux. Voilà. Et mon géniteur, du coup, c'est qui? Et donc, je lui explique. Je lui explique que ce monsieur, il se sentait pas responsable et qu'il n'avait pas envie de faire n'importe quoi. Et il me dit, c'est bien. Il a été intelligent. Enfin, il dit des choses très posées. Et à la fin, je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Et il conclut en disant, le géniteur, pas géniteur, moi, le papa, c'est celui qui m'aime. Ça me touche parce que ça rassure dans tout ce combat et dans tout ce parcours très insolite, on va dire, que nos destins, nos chemins se soient croisés et qu'on soit là l'un pour l'autre. Autant l'histoire avec sa maman avait un désert de contes de fées, autant derrière, il y avait aussi une histoire encore plus forte cachée derrière tout ça et qui n'est pas celle qu'on aurait envisagée sur le papier, comme dans Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, le papa, la maman. Mais là, nous deux aussi, on a une histoire particulière et un lien très fort. On est fiers de ce lien-là et d'être moins fusionnel maintenant parce que le temps passe et que ça y est, lui, il a pris ses marques. Il s'entend bien maintenant avec tout le monde. Il est moins craintif, voire pas du tout craintif avec les femmes maintenant. Il est souriant, il est heureux, il suit sa scolarité, il a sauté une classe. Moi, j'ai repris une vie sociale, j'ai retrouvé mon plein régime avec le travail. Je suis dans des activités sociales, associatives en dehors. Donc, on a chacun nos espaces. Vraiment, on a une vie classique d'un parent isolé. Voilà. J'ai accusé le coup. Pour moi, c'est une partie de la vie difficile, mais qui maintenant, c'est du passé. Et ça fait partie de notre quotidien, mais on avance. Là, l'idée, c'est on avance et on avance dans un bon état d'esprit. Vous venez d'entendre Vincent nous raconter son histoire de parentalité à mon micro. Marjolaine Roger a fait le montage et a aidé à la production de cet épisode. Mathieu Gasnier en a fait la réalisation et le mix. Et la musique a été composée par Jean Thévenin. Parenthèse est un podcast proposé par la Croix-Rouge et produit par Louis Créative, l'agence de contenu audio de Louis Média. Merci à Nestlé qui a soutenu la production de cette série d'épisodes. Si ces histoires de parentalité vous ont intéressé, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À bientôt!